Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, nous allons nous intéresser à Emmanuel Macron et à son refus de nommer un Premier ministre. Au-delà de son refus de ne pas nommer un Premier ministre qui ne voudrait pas faire sa politique et donc de perdre les seuls faits d'armes qu'il a, d'avoir réformé les retraites et d'avoir reformé le code de travail en France, cela s'accompagne aussi d'une prise de pouvoir de la bourgeoisie sur les institutions françaises. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, pour cette vidéo, je veux commencer par vous présenter cette dame. Les initiés doivent connaître qui c'est, mais je suis sûr que pour la majorité d'entre vous, vous ignorez qui est cette dame. Et cette dame est sans doute l'une des personnes les plus importantes en France en ce moment. Elle est la femme qui dirige la France dans l'ombre et pourtant presque personne ne connaît son nom. Avec la démission du gouvernement, son rôle va être encore plus grand. C'est la secrétaire générale du gouvernement, c'est Claire Landais. Elle est née en 1973 et a enchaîné les grandes écoles. ESSEC, Sciences Po Paris, ENA, parcours classique et hors norme de la haute fonctionnaire, elle a travaillé au Conseil d'État et dans différents ministères. En juillet 2020, elle est nommée par le nouveau Premier ministre Jean Castex à un poste hyper important mais inconnu, secrétaire général du gouvernement. Son rôle est de garantir l'action du gouvernement et ceci même s'il change de bord politique. Elle assiste au Conseil des ministres pour lequel elle prépare l'ordre du jour et le compte-rendu. Sur les projets de loi, elle est chargée de la préparation du décret de présentation, de son étude d'impact et du suivi de la procédure législative. C'est aussi elle qui s'occupe de récupérer les différentes signatures du président de la République et du Premier ministre avant la publication au journal officiel. Conseiller juridique des différents ministères, elle peut corriger les textes afin d'éviter une censure par le Conseil constitutionnel. Le secrétaire général guide également le nouveau gouvernement pour qu'il prenne en main les dossiers. Et là, avec la démission du gouvernement Attal, Claire Landais et ses équipes vont avoir du pain sur la planche. Préparation de la loi de finances 2024-2025, organisation de la rentrée scolaire, tous ces sujets doivent être gérés même s'il n'y a plus personne à Matignon. Preuve que ce poste est stratégique et au-dessus des partis, depuis 1947, on ne compte que 10 secrétaires généraux alors qu'il y a eu 44 gouvernements. Mais Claire Landais n'est pas pour autant déconnectée de l'action des ministres, puisque cette femme de l'ombre est avec Bruno Le Maire, visée par une enquête préliminaire pour faux en écriture publique présumée dans le cadre du plan de relance autoroutier. Des faits qui peuvent constituer un crime passible de 15 ans de prison et 225 000 € d'amende. Si vous avez bien compris, en résumé, cette personne, c'est une super intendante. Elle s'assure, comme vous allez le voir, de faire en sorte que les ministres ne fassent pas n'importe quoi et que ce que les ministres veulent faire puisse passer au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. En le disant comme ça, vous pensez que elle travaille pas en contact avec le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qu'elle est là pour éviter que les gouvernements qu'elle chapeaute évitent de se faire sanctionner. Et vous avez bien entendu, ces gens-là, il n'y en a eu que 14 en France, alors qu'il y a 44 gouvernements depuis la Ve République. Donc comme on dit, il y a des ministres qui changent et il y a des gens qui ne changent pas. Donc ces gens-là sont plus importants que les ministres. Ils connaissent comment marche la République mieux que les ministres. Ils savent ce qui passe ou ce qui ne passe pas ou comment faire pour que les choses passent sans que personne s'en plaigne. Et retenez bien cette dame, parce que quand je vous dis que la bourgeoisie, toute la bourgeoisie s'est alignée avec Emmanuel Macron, beaucoup ne me croyaient pas au début. Mais plus le temps passe, plus Macron exagère dans son exercice du pouvoir, parce qu'à force de faire des bêtises, donc tous ces gens-là remontent à la surface et on commence à le voir. Et donc grâce à la chaîne Blast, qui révèle que pendant qu'il y a une crise gouvernementale et qu'on veut nous croire qu'on est à la recherche d'un ministre, comme dans cette vidéo, la pression s'accentue sur Emmanuel Macron et notamment sur l'étiquette politique du futur Premier ministre. C'est Nicolas Sarkozy qui est sorti de son silence. L'ancien président a indiqué qu'il préférait voir un Premier ministre de droite. Une idée rejetée par le Rassemblement national qui dresse plutôt un profil type qui pourrait ne pas se faire censurer.
Les électeurs nous ont élus pourquoi ? Pour plus de sécurité, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Sur ces 3 points fondamentaux, nous serons vigilants. Ce qui va dans ce sens-là, eh bien, nous l'accepterons. Ce qui va contre ces 3 fondamentaux, eh bien, nous censurerons. Du côté du Parti socialiste, il n'y a pas de tergiversation à avoir pour Emmanuel Macron. Lucie Castet, candidate désignée du NFP, doit être nommée et aucun autre nom ne sera accepté. Nous ne voulons pas gouverner parce que nous aurions la bienveillance de l'extrême droite. Nous ne voulons pas gouverner parce que nous serions les otages de la Macronie. Nous voulons gouverner sur nos propres bases. Nous voulons gouverner sur notre propre rapport de force. Nous voulons gouverner à partir de ce que nous croyons, de ce que nous portons. Emmanuel Macron, également ciblé par François Ruffin. Le député de la Somme évoque de nouveau l'idée d'une destitution. Emmanuel Macron persiste à nier sa défaite, à conserver les manettes, à abuser de son pouvoir comme il le fait aujourd'hui. Il faudra user de tous les moyens, constitutionnels bien sûr. Dans les rangs du parti présidentiel, Gabriel Attal a défendu l'idée d'un Premier ministre ne venant pas des partis du bloc central. Elisabeth Borne parle d'un profil de compromis. Il faut bien qu'il y ait des textes qui passent à l'Assemblée. Et quand on regarde les chiffres, l'arithmétique, si je peux dire, on voit que pour ça, il faut être capable de convaincre la gauche progressiste, le bloc central, le groupe Lyotte, et puis la droite républicaine. Et c'est ce travail que devra mener le prochain ou la prochaine première ministre. Si plusieurs noms sont sur la table, Emmanuel Macron continue de chercher le nom de son nouveau Premier ministre. Là, vous avez le bloc du nouveau Front populaire qui essaye de jouer sa légitimité et de faire respecter le vote de Français. Mais pendant ce temps-là, en coulisses, Macron est en train de faire ceci. Il est en train de faire une extension de son pouvoir et de s'approprier des plus gros pouvoirs pour résoudre des problèmes que lui-même il a créés. Et ainsi, lui permettant de s'assurer de gouverner la France, même en ayant perdu sa bêtise de dissoudre l'Assemblée nationale. Regardez. On a une période très longue entre le moment de la démission et le moment futur d'un nouveau gouvernement. Ça interroge la question des pouvoirs exacts du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, au moins en apparence, cette note a été commandée par le secrétariat général. Ce qu'elle dit, cette note, alors en creux, ce qu'elle dit, c'est que, il me semble, elle entre dans une logique de justification de l'extension des pouvoirs du gouvernement et du président de la République. Dans la note, il y a, à mon avis, 2 registres principaux de justification des pouvoirs du président de la République et du gouvernement. Le premier registre, il est très connu maintenant, c'est celui de l'urgence et de la nécessité. On en parle déjà quand même depuis assez longtemps. L'urgence et la nécessité, donc, justifieraient l'usage de pouvoirs dits exceptionnels, en tout cas au-delà du cadre normal. Et ce qui est intéressant dans cette logique, c'est que elle semble se justifier par elle-même, c'est-à-dire que la seule invocation de l'urgence, la seule invocation de la nécessité tient lieu en quelque sorte d'argument légal. Donc c'est un registre extrêmement commode pour le pouvoir. Alors on le voit parce qu'il l'utilise depuis maintenant de très nombreuses années, avec la multiplication des états d'exception. Donc ça c'est quelque chose d'assez connu déjà. Et dans la note, il est d'ailleurs précisé que il n'y a pas d'obstacle à ce que un décret déclarant l'état d'urgence soit pris pendant la période d'expédition des affaires courantes. Alors que lui-même, il refuse de nommer un gouvernement, ce qui crée une situation d'exception qui pourrait être résolue par le fait de nommer un gouvernement. Il peut se servir de ça pour dire que si la France est dans une situation d'urgence qui nécessite qu'il agisse à la place du gouvernement. Donc, s'octroyer les pouvoirs du gouvernement alors qu'il y a eu des élections qui ont désigné qu'on ne veut plus voir son camp ou son parti politique au gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dit presque en passant, comme si ça n'était pas nécessaire de le justifier. Le deuxième registre de justification
des pouvoirs et de l'usage des pouvoirs par le président de la République et le gouvernement est un petit peu moins connu et me semble peut-être plus efficace et peut-être donc plus dangereux. Ce registre, c'est celui, en gros, selon lequel il n'y a pas de possibilité d'établir une vérité du droit. Et comme il n'y a pas de possibilité d'établir une vérité du droit, eh bien, en creux, l'idée qui ressort, c'est puisque c'est impossible de l'établir, alors tout est possible. Et ce basculement est vraiment intéressant. Ce tout est possible avec ou sous le sceau du droit, puisque, alors il est dit dans la note que, par exemple, la jurisprudence n'est pas tellement fixée. Il est dit dans la note qu'il n'y a pas d'interdiction expresse de faire ceci ou cela, ou à l'inverse, qu'il n'y a pas d'obligation expresse de faire ceci ou cela. Donc à partir de là, finalement, ce qu'on voit, c'est que donc s'il n'y a pas d'interdiction expresse, s'il n'y a pas d'obligation expresse, et si même la jurisprudence n'est pas fixée, eh bien finalement, tout ce que le gouvernement ou le président déclare être légal, eh bien est effectivement légal et donc légitime. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ce n'est pas le comportement que l'on constate de plus en plus en Occident. Des gens qui viennent sans justificatif, sans rien, et qui croient au pouvoir performatif de leurs paroles, que s'ils disent quelque chose, c'est que c'est quelque chose le devient, et c'est quelque chose devient légitime. Et c'est ce que Macron fait. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pendant l'élection de Yael Braun-Pivet à la présidence du Parlement français. Les ministres démissionnaires sont venus, ont participé à la session, ont voté. Normalement, la Constitution dit qu'ils n'ont pas le droit de voter. Et le Conseil constitutionnel est là aussi l'organe suprême pour l'interprétation des réglementations. Là, je ne sais pas si on était dans un cas de réglementation ou de la loi, mais normalement c'est la loi puisque c'est cadré dans la Constitution. Comme par hasard, le Conseil constitutionnel s'est déclaré non compétent pour juger de la légalité si ou non ces parlementaires-là, enfin ces ministres démissionnaires avaient le droit de participer au vote. Qui a vu être nommé une personne issue du 3e bloc législatif devenir président de l'Assemblée nationale. Et vous comprendrez à la suite de tout ça pourquoi je dis que c'est un clan. C'est la bourgeoisie. Que désormais en France, on est à l'avènement de ce que Charles de Gaulle n'a pas voulu voir. Charles de Gaulle a fait cette constitution de cette manière. C'était pour se libérer et des intérêts privés et des intérêts partisans des partis politiques. Il voulait un homme fort qui, parce qu'il avait ses outils législatifs, pouvait dire que voilà, si vous ne voulez pas marcher avec moi, je peux faire sans vous. Je peux faire avec la population. Et donc lui, il avait recours à la population pour trouver sa légitimité. Ici, vous avez Macron qui reprend ses instruments législatifs et qui dit « Si vous n'êtes pas avec moi, je me passerai et de vous et du peuple. Parce que j'ai avec moi tout l'appareil institutionnel français. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la magistrature, tout le monde est avec moi. Tous les bourgeois qui sont là-dedans sont avec moi. » Et donc désormais, en France, c'est l'oligarchie des bourgeois qui a pris le pouvoir en France. Et je peux vous dire que ce n'est que le début. Si les Français ne se réveillent pas, eh ben, ils vont bien pleurer. Et ça, donc, c'est très dangereux parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a absolument plus de limites. Cette philosophie-là, elle s'appuie en fait sur une déconnexion assez importante entre, on va appeler la technique du droit et les considérations politiques, philosophiques ou éthiques qui ont présidé à l'élaboration de la règle de droit. Et cette déconnexion... Voilà, vous avez entendu les considérations politiques, philosophiques et éthiques qui ont précédé la construction de ce droit. Charles de Gaulle a fait cette constitution de cette manière parce qu'il voulait éviter les guéguerres partisans des partis politiques en France. Et donc, il voulait un homme fort
qui puisse quand même faire fonctionner l'État malgré ces gens-là. Et la bourgeoisie qui n'avait pas les moyens de se débarrasser de Charles de Gaulle ont infiltré tout ce qu'il avait mis en place. Vous avez vu, dans les meilleures écoles de formation de ces gens-là, on ne retrouve plus qu'eux. Ils sont majoritaires. L'ENA ne produit que des bourgeois, Sciences Po ne produit que des bourgeois. Même si vous allez à l'ESSEC, vous n'allez voir que des bourgeois, en majorité. Ces mêmes bourgeois, vous les retrouvez au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, dans la haute administration française. Et les meilleurs milliardaires ou les familles les plus riches françaises sont encore ces mêmes bourgeois. Et donc, ce sont ces cousins, leurs cousins qui sont dans les grandes entreprises, leurs cousins qui sont dans ces grandes institutions et dans ces hautes administrations et qui sont en partie au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Désormais, les Français moyens, les Français populaires n'ont plus prise sur comment diriger leur pays. À part s'ils élisent une personne qui pourrait renverser la vapeur. Et donc c'est pour cela que aussi on a décidé de diaboliser le seul qui semble peut-être un peu vouloir bousculer le système, le LFI. Voilà pourquoi on les diabolise, parce que tous les autres, ce n'est que du cinéma. Ils sont bien au courant de ce que je vous dis ici. Et cela a commencé avec Sarkozy. Sarkozy, c'est le premier qui a commencé à consolider cette chose qui aboutit aujourd'hui avec Macron, qui ne respecte, déjà qu'il ne respectait plus les Français, mais qui aujourd'hui s'en fout totalement de ce que les Français pensent parce qu'il a son mandat et désormais, il est en train de construire l'extension de son pouvoir. Connexion, elle est la cause de ce que précisément toute instance aujourd'hui, qu'elle soit politique d'ailleurs ou administrative, eh bien essaye de tirer à elle le maximum de possibilités via la technique du droit, sans plus aucune considération pour les raisons pour lesquelles eh bien les règles de droit ont été élaborées et même le droit dans son ensemble. L'idée, c'est que on va piocher, on va considérer là, pour notre cas, la Constitution comme une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, on va se servir de tous les instruments, y compris pour faire des choses pour lesquelles ces instruments n'avaient pas été créés. Donc, n'est-ce pas ce qui se passe? Ils se sont servis de ce vide ou de cette interprétation pour dire que voilà, ce n'est pas interdit ou il n'existe pas de jurisprudence, il n'existe pas de décision de justice qui dit que les ministres n'ont pas le droit de voter quand ils sont en exercice à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et c'est passé. Et le Conseil constitutionnel, comme par hasard, n'a rien dit. Maintenant, Macron, une nouvelle interprétation. Quand on dit nommer le ministre, c'est devenu non. C'est à sa discrétion. Il n'est pas obligé de respecter le vote de Français. Il est obligé de choisir la personne qui lui convient et qui serait le plus en même de ne pas se faire renverser. Au lieu de nommer ceux qui sont arrivés en tête, et s'ils ne trouvent personne, ils se font renverser légitimement. Non, on inverse la légitimité. Lui, il va chercher la personne qui lui semble le plus légitime, même si cela ne correspond pas aux souhaits des Français. Et tout ça est légal. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez toute la bourgeoisie qui a infiltré toutes les sphères d'influence de la vie française. Donc ça veut dire les médias, les administrations, les grandes entreprises. Eux tous, ils sont d'accord avec l'interprétation de Macron et qui n'a laissé aucune part aux partis les plus faibles de la société. Et donc Macron n'est plus un président. Macron est un roi en France. Car ce qu'il dit, c'est ce que toute la bourgeoisie qui ont les moyens de propager leur message vont répéter. Cette déconnexion, eh bien, on va dire, est instillée, s'insinue tout le long de la note pour dire « Ah, mais vous voyez, comme on n'est pas sûr, comme on ne sait pas, finalement, ça veut dire qu'on peut le faire. » Et pour un gouvernement qui ignore ce que j'appelle moi l'éthique de la fonction gouvernante, ce qui semble être le cas actuellement,
eh bien, ça veut dire que finalement, je vais employer une expression un peu familière, mais c'est open bar, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, finalement, sous le registre de la technique du droit. C'est légal, et si c'est légal, aux yeux de la plupart, c'est légitime. Donc vous voyez, il y a... Voilà. Et ici, quand elle dit c'est légal, ce n'est pas que c'est validé, c'est comme elle vous a dit au début. Parce qu'on ne trouve pas trace de où c'est interdit, ça veut dire que ce que l'on fait est permis. Donc, on ne s'intéresse plus à pourquoi on avait mis ces règles-là. C'était pour empêcher les gens justement d'avoir la tentation d'oser dépasser les limites de leur pouvoir. Maintenant, c'est devenu, si on n'a pas établi une frontière franche pour dire que c'est pas totalement ça, c'est que c'est permis. Et maintenant, on outrepasse ces limites. Et on l'outrepasse aussi facilement que tous ceux qui en profitent sont d'accord, de gauche ou de droite. Voilà, cette note participe de ce mouvement qui n'est pas du tout nouveau, c'est vraiment quelque chose qui s'insinue déjà depuis assez longtemps. Et pour moi, cette note est l'incarnation de cette philosophie-là qui ne se donne pas comme telle. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire, évidemment, est absolument invisible à première vue quand on lit la note. À noter d'ailleurs que dans la note, c'est en gras, et je trouve que ce n'est pas tout à fait anodin. Il faut noter ici la partie qu'elle vous a dit sur l'état d'urgence. Que Macron crée lui-même une crise qui peut conduire à un état d'urgence qui va justifier que lui-même agrandisse son pouvoir. Compte tenu de la stricte nécessité qui doit, en vertu des principes de proportionnalité, présider à son édiction, il y a lieu d'estimer qu'un décret instaurant l'état d'urgence peut, pourvu que les circonstances le justifient, être complètement pris au titre des affaires courantes urgentes. Macron, les élections ont eu lieu en juin, nous sommes en septembre, 3 mois plus tard, toujours pas de gouvernement, le budget est à voter, on n'a pas de document ou de quoi que ce soit pour le budget, et donc cela crée une situation d'urgence dans le pays qui pourra justifier, étant donné qu'il s'est affranchi de ce qu'il a le droit ou pas de faire et que ce que lui il fait, le Conseil constitutionnel ne trouve pas mot à y redire, s'il dit que la crise que lui-même il a déclenchée justifie qu'il prenne des mesures nécessaires pour faire voter le budget français, que Bruno Le Maire est soupçonné d'avoir truqué auparavant, qui va dire le contraire? Qui va vérifier que le budget est conforme ou pas à quoi que ce soit? Et donc ici, vous avez vous-même la preuve que l'idée de la Constitution française n'était pas mauvaise, mais ce qu'on en fait désormais renvoie à, puisqu'on n'est pas en monarchie et que cette personne ne sera jamais roi, à une oligarchie incarnée dans la personne de Macron. Il est là pour défendre les intérêts de ceux qui l'ont mis là, de ceux qui le soutiennent et de tous ceux qui, par leur action, contribuent à le maintenir au pouvoir et à légitimer tout ce qu'il fait et à ne pas respecter le vote des Français. C'est-à-dire que est en gras l'idée que le gouvernement peut prendre un décret d'état d'urgence demain, s'il le veut, alors que c'est un gouvernement démissionnaire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont en gras dans cette note, mais ça y est. Ça veut dire que potentiellement, il y a quelque chose qui est en train d'être pensé pour l'avenir. Et ça, c'est une partie importante pour que vous compreniez pourquoi je vous dis que c'est une prise de pouvoir de la bourgeoisie sur la France. Parce que vous voyez tous les organes. La personne qui est au secrétariat d'État ou au secrétariat du gouvernement, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, partout, ils sont gangrénés par cette bourgeoisie énarchique. Nous sommes maintenant quand même un certain nombre de juristes, peut-être pas majoritaires, mais quand même nous sommes un certain nombre à avoir déclaré que et le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel n'exerçaient pas réellement aujourd'hui le rôle de contre-pouvoir et qu'ils s'apparentaient quand même beaucoup plus à des collaborateurs du pouvoir, que ce soit
selon les cas, le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif est souvent donc en réalité la majorité politique du moment. On parlait tout à l'heure du secrétariat général du gouvernement et de sa composition très énarchique, c'est-à-dire une composition en fait extrêmement proche de celle du Conseil d'État. Et d'ailleurs, je disais que le secrétaire général du gouvernement, celui qui est à la tête du secrétariat, depuis 1945 était toujours un énarque et en fait c'est toujours un conseiller d'État. Donc il y a eu une proximité et le Conseil d'État n'est pas seulement le juge du gouvernement, c'est aussi le conseil du gouvernement. Et donc il a toujours eu un peu de mal à distinguer, à se dissocier en quelque sorte entre ces deux fonctions. Quant au Conseil constitutionnel, vous venez d'attendre, la personne qui travaille au secrétariat du gouvernement, premièrement, la plupart du temps, ce sont tous des énarques, et en plus, c'est un énarque issu du Conseil d'État. Et quand vous allez attendre le rôle particulier que cette personne joue dans le fait de défendre ce que veut le gouvernement au Conseil constitutionnel et comment il le fait, vous allez comprendre d'autant plus clairement pourquoi tous ces gens-là participent à la captation du pouvoir et surtout pourquoi maintenant c'est l'hyper-pouvoir qui est en train d'être mis aux mains de Macron. Parce que étant donné que toutes ces personnes-là aujourd'hui sont tous issus de la même classe économique, indépendamment de leur bord politique, ce qu'ils veulent, c'est d'abord défendre leurs intérêts, l'intérêt de leur caste. Son cas est beaucoup plus compliqué dans l'affaire qui nous intéresse parce que il n'est juge que des lois. Il n'est pas juge, sauf exception, des actes du gouvernement et encore moins d'une note comme celle du secrétariat général du gouvernement. Donc, il peut être amené à produire des notes sur l'interprétation qui sera donnée à la Constitution. Et l'on sait d'ailleurs d'expérience que dans l'histoire, quand le Conseil constitutionnel a eu à produire des notes déclarant qu'une pratique lui semblait plutôt contraire à la Constitution, cette note n'a jamais été sur le moment publiée. Voilà, notez ici. Le Conseil constitutionnel, quand il publie des notes qui constatent qu'une pratique est non constitutionnelle, ce n'est jamais publié. Combien de fois avons-nous constaté des pratiques ou des choses faites par le gouvernement Macron qui semblaient inconstitutionnelles, mais où le Conseil constitutionnel s'est dit incompétent? Serions-nous surpris si à l'avenir, on apprenait cela? Ça reste aujourd'hui un rempart d'une faiblesse assez exceptionnelle de par ses compétences et de toute façon, s'il était compétent aussi, de par son fonctionnement et sa composition actuelle qui le font plutôt ressembler à une chambre d'enregistrement de la volonté du pouvoir exécutif, comme toutes les dernières décisions ou presque nous l'ont montré, en considérant que lorsque le Conseil constitutionnel est amené à se pencher de toute façon sur une loi, il le fait accompagné, je dirais presque guidé par le secrétariat général du gouvernement qui lui indique où regarder, où ne pas regarder, quel type d'argument recevoir, quel type d'argument ne pas recevoir. Et le résultat, il est assez clair, souvent, c'est que les arguments, lorsqu'ils existent, parce qu'ils sont souvent faibles dans les décisions du Conseil constitutionnel, eh bien, ressemblent très souvent au discours qui est proposé par le secrétariat général du gouvernement. Tous ces vieux-là, mis au Conseil constitutionnel, ne travaillent quasiment pas. Parce que quand on déclare quelque chose d'inconstitutionnel, le secrétariat général qui va venir défendre le gouvernement ou le parti majoritaire qui gouverne, c'est elle qui va dire à ce Conseil constitutionnel qu'est-ce qui est recevable, ce sur quoi ils doivent fermer les yeux, ce sur quoi ils doivent regarder, et leur donne des arguments pour répondre à cette saisine d'inconstitutionnalité. Donc ça veut dire que ce n'est pas eux qui font le boulot. Ça veut dire que c'est l'énarque qui chapeaute le gouvernement, qui en gros dit ce qui est
bon ou pas. Donc ça veut dire que c'est le deep state français qui dit ou qui décide de ce qui serait inconstitutionnel ou pas. Et puis vous voyez ce monsieur Fabius là qui vient se vanter de « on a fait ci, on a fait ça », alors que non. Sauf si eux, ils n'aiment pas le président ou le gouvernement, là par contre, ils vont hausser les épaules. Mais comme en ce moment, comme depuis Macron, on a la totalité de la bourgeoisie qui est alignée derrière Macron, comme par hasard, je crois que c'est la période où on a eu le moins de problèmes d'inconstitutionnalité dans ce pays, alors que nous n'avons jamais eu autant de problèmes avec le pouvoir dans ce pays, aussi bien au sein du Parlement que dans les agissements du président. Donc dans cette affaire, je ne vois pas pourquoi il en irait différemment. J'espère que ici, vous avez la preuve que la démocratie telle que l'a voulu, ou la Ve République telle que l'a voulu Charles de Gaulle, est en train de toucher à sa fin, avec les dérives à laquelle la bourgeoisie française et Emmanuel Macron sont en train de s'adonner en France. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.